tout le monde. Merci d'être là. Vendredi après-midi, mais vous travaillez pas? Vous faites rien là? C'est quoi? Vous a donné une permission exceptionnelle. Je suis très heureux d'être là. Merci à Shabnam et à Solucir d'avoir organisé tout ça. C'est émouvant aussi parce qu'il y a 10 ans, j'étais là déjà, quand 10 ans est sorti. Quand demain est sorti. 10 ans n'est pas sorti, c'est demain qui est sorti. Euh, et que c'est un peu les 10 ans. Ouais, vous aussi, vous étiez là. Cool. Euh, ah oui, alors qui était là il y a 10 ans, au moment où demain est sorti? Ah, voilà, on fait l'applaudimètre. La consigne n'était pas claire, pardon. Alors faites plutôt en levant la main. Je donne mes consignes à moi. Ok, il n'y avait pas tant de monde que ça. Ok. Donc on m'a proposé aujourd'hui de vous faire une conférence sur cette question des récits, qui est une question qui me passionne depuis très longtemps et qui est étroitement liée justement à demain. Quand j'étais militant, quand j'ai créé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi, la question que je me posais en permanence, c'était comment mobiliser toutes ces personnes que je vois là, qui pour le moment ne s'inquiètent pas forcément de la question écologique, ou alors même si elles s'inquiètent, ne se mettent pas en action. Et il me semblait qu'on passait énormément de temps à raconter de toutes les façons possibles la catastrophe qui allait arriver. Tous les documentaires que je voyais au cinéma sur la question écologique étaient hyper déprimants. J'avais vraiment envie de me pendre en sortant. Et je crois que j'étais pas le seul. Et donc je me disais, c'est très important d'alerter, c'est très important de savoir ce qui se passe, mais on ne peut pas laisser les gens comme ça au milieu du chemin sans leur proposer une autre trajectoire. Et donc moi je rêvais de voir un film qui raconte, qui propose un récit de l'avenir, une autre représentation de ce que le futur pourrait être. En gros, ce qu'on se disait avec Mélanie, c'est qu'on voulait faire un film qui rassemble les solutions qu'on connaissait déjà, qu'on les mette bout à bout et qu'on essaie de voir si ça, voilà, si ça proposait une histoire. Et il se trouve que le film a vraiment très bien marché, bien au-delà de nos espérances, et surtout qu'il a déclenché des milliers et des milliers d'actions. Donc ça m'a confirmé dans l'idée que les récits avaient une certaine puissance, et donc je me suis mis à creuser la question. Je l'ai notamment beaucoup abordé dans un livre qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine. Oui, c'est ça. Ce qui m'a amené à regarder pourquoi est-ce que nous, l'espèce humaine, on était aussi touchés et aussi embarqués par cette histoire de récit. Et je suis tombé sur un livre de Nancy Houston qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Nancy Houston, c'est une romancière franco-canadienne. Et ce petit essai a vraiment bouleversé ma vie, je pense. Elle y explique que raconter des histoires pour les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. On passe notre temps à raconter des histoires. Pourquoi? D'une part parce que nous avons conscience que nous sommes mortels. C'est-à-dire qu'on est une des seules espèces, à notre connaissance, jusqu'à ce que peut-être on découvre que d'autres animaux ont conscience de leur mort, mais en tout cas les humains savent assez rapidement, quand ils naissent, qu'un jour ils vont mourir. Si vous n'étiez pas au courant, je suis désolé de vous l'apprendre ce soir, un jour vous allez mourir, ça va mal se terminer cette affaire. Et donc notre existence s'inscrit déjà dans une temporalité. Et comme on sait qu'on va mourir, et que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à avaler, particulièrement pour Woody Allen par exemple, on est obligé d'essayer de construire une trajectoire de sens, d'essayer de comprendre ce qu'on fait là. Pourquoi on est là? Et pourquoi on est là tout en sachant qu'on va mourir? Et cette trajectoire de sens crée une sorte d'arc entre le début et la fin de cette histoire, donc une trajectoire pour nous. Ça, c'est vraiment le principe d'un récit. C'est-à-dire que si vous êtes scénariste et qu'on vous demande d'écrire une histoire pour le cinéma ou pour une série, vous allez déterminer des personnages et vous allez leur construire des arcs narratifs, c'est-à-dire un chemin qui va emmener votre personnage d'un point de départ à un point d'arrivée, et idéalement, entre le départ et l'arrivée, il aura changé, il aura surmonté des obstacles. Il y a plein de modèles narratifs qui existent comme ça. Il y a notamment un truc qui s'appelle le parcours du héros, avec 12 étapes. Enfin, c'est des trucs de scénaristes qui sont très connus. Donc, Nancy dit, c'est parce que nous savons que nous sommes mortels et c'est parce que nous voulons absolument créer et donner du sens à cette existence que nous sommes des êtres, que nous sommes une espèce fabulatrice. Parce que la structure même de notre existence est une structure narrative. L'autre raison, c'est que nous passons notre temps à appréhender des éléments du réel, qui sont des éléments épars,
Typiquement, là, tout à l'heure, j'ai été présenté. Et quand j'ai été présenté, on a pris quelques éléments de ma vie, des éléments un peu flatteurs, ce que Colin Serrault appelle se faire beurrer la tartine. C'est-à-dire, genre, alors il a fait ci, il a fait ça, il est super. La personne qui m'a présenté les a mis dans un certain ordre, avec un certain point de vue, et ça a raconté une histoire de qui j'étais. Si demain vous demandez à Pascal Praud, par exemple, de raconter qui je suis, d'ailleurs il s'en est donné à cœur joie très récemment sur CNews, ou si vous demandez à Vincent Bolloré, je ne sais pas, bon. Ils vont prendre d'autres éléments de ma vie, ils vont les mettre dans un autre ordre, avec un autre point de vue, et je vais avoir l'air d'être quelqu'un de totalement différent. Parce qu'ils ne se racontent pas la même histoire sur qui je suis. Parce qu'ils ne regardent pas la réalité depuis les mêmes points de vue. Ce que font les êtres humains, c'est pratiquer exactement cette activité en permanence, c'est-à-dire glaner ces éléments du réel, les mettre dans un certain ordre et leur donner du sens. Et comment est-ce qu'ils partagent cette perception subjective qu'ils ont du réel avec d'autres en leur racontant des histoires? Pascal Praud, vous avez vu, il raconte tout le temps des histoires sur CNews. C'est vrai, il raconte des histoires. Ça marche d'ailleurs sur des gens. Donc raconter des histoires, j'insiste sur cette définition parce qu'on va s'appuyer dessus pour tout le reste de cet exposé. Exposé, ça a l'air un peu chiant, mais de tout le reste de ce moment ensemble. Raconter des histoires, c'est un moyen de partager avec d'autres êtres humains notre perception subjective du réel. Vous voyez bien à quel point cette question est cruciale aujourd'hui. Pourquoi elle est cruciale? Parce que faire démocratie, faire peuple, c'est être capable de s'accorder sur une perception subjective du réel. Théoriquement, les personnes qui doivent nous aider à faire ça, ce sont les scientifiques qui essayent justement d'objectiver leur observation du réel le plus possible grâce à la science. Ce sont les journalistes qui sont eux aussi supposés nous rapporter des faits de la façon la plus objective possible, même si l'objectivité totale n'existe pas, pour que collectivement nous puissions nous appuyer sur cette perception subjective commune du réel pour prendre des décisions. Je prends un exemple. Si vous ne croyez pas que le changement climatique existe, c'est impossible de vous réunir avec d'autres personnes pour trouver une solution au réchauffement climatique, puisque vous n'êtes déjà pas d'accord sur la perception subjective du réel. Si vous êtes persuadé, par exemple, que le problème principal, c'est l'immigration, le grand remplacement, vous n'allez pas pouvoir trouver des solutions avec des gens qui, eux, vont vous dire « non, en fait, l'immigration, elle n'a pas tellement bougé depuis 40 ans, on est à peu près à 8%, donc en fait, je ne vois pas le problème, donc je ne vais pas chercher une solution avec toi. » Je vous donne deux exemples extrêmes de deux sensibilités politiques qui regardent aujourd'hui les dangers depuis des endroits différents et qui les nomment de façon différente. Vous voyez bien que dans le monde dans lequel on vit, la polarisation est devenue telle que nous avons le plus grand mal à nous accorder justement sur une perception subjective du réel. On regarde les mêmes faits, mais on les interprète différemment. Et donc ça fait des sociétés qui se fracturent, aux États-Unis, en Israël, au Brésil, en Argentine, en France. Et ça met nos démocraties profondément en danger, et ça nous met en tant qu'espèce en danger parce que nous n'avons pas la possibilité de construire des espaces collectifs qui nous permettent de nous mettre en mouvement pour faire face à des menaces existentielles, par exemple, comme le réchauffement climatique ou comme la dévastation écologique de façon générale. Ça, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Maintenant, on va rentrer dans cette histoire des récits et je vais essayer de vous illustrer en quoi les récits ont une puissance d'entraînement et transformatrice exceptionnelle. Ça ne date pas d'hier, les récits. Là, vous êtes face à des peintures rupestres dans la grotte de Chauvet, donc il y a plus de 30 000 ans, où déjà des humains avaient tenté de représenter un certain nombre de scènes de leur vie de tous les jours, représenter un certain nombre d'animaux, et ils ne les ont pas représentés de façon anodine, ils les ont représentés là aussi
pour construire des mythes, construire du sens et transmettre ce sens à d'autres êtres humains jusqu'à nous, c'est-à-dire jusqu'à 30 000 années plus tard. Ça, c'était d'une certaine façon les moyens les plus rudimentaires que l'humanité avait inventés pour commencer à partager des récits, donc à partager cette perception subjective du réel avec d'autres. Depuis, je fais un bond dans le temps assez rapide, nous avons créé des outils qui permettent de partager ces récits de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus massive. D'abord l'écriture, évidemment, puis le cinéma, la télévision, et récemment Internet et les réseaux sociaux. Et il n'est pas anodin que sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, on parle de story, c'est-à-dire que vous partagez des stories avec d'autres, vous partagez des mises en scène de votre perception subjective du réel avec d'autres. Des mises en scène qui sont d'ailleurs plus ou moins réalistes par rapport à ce que vous vivez réellement dans votre vie. En tout cas, c'est le cas pour les Kardashians ou pour Ronaldo ou d'autres personnes de cet acabit. Grâce à ces outils, on a pu partager des perceptions subjectives du réel. Typiquement, par exemple, je pense à la Bible ou je pense à des essais, mais nous avons aussi pu partager des fictions, et des fictions assumées. C'est-à-dire ce que des raconteurs ou des raconteuses d'histoire ont élaboré dans des romans, dans des films, enfin en tout cas dans des œuvres d'art. Enfin dans plus ou moins des œuvres d'art, mais en tout cas des livres ou des films. Je vous prends un exemple particulièrement éclairant, qui est celui de Jules Verne, qui en 1830 écrit ce roman, De la Terre à la Lune, où il imagine que pour la première fois, des humains vont pouvoir s'extraire de notre planète, de l'atmosphère terrestre, pour aller sur une autre planète, sur la Lune. À ce moment-là, en 1830, ça paraît évidemment absolument impossible. On n'a pas les moyens techniques, technologiques ou financiers de le faire. Et pourtant, le fait d'avoir imaginé que les humains pouvaient le faire plante une petite graine qui va être reprise ensuite par Méliès, qui fait au début du XXe siècle un film sur le même sujet, par Fritz Lang, par Hergé et par une quantité incroyable d'auteurs de science-fiction. Jusqu'à ce que l'administration Kennedy trouve les moyens techniques, technologiques, financiers, de faire en sorte que ce qui n'était qu'un imaginaire, qu'une idée dans un roman, devienne réalité. Enfin, a priori, puisqu'il y a des gens qui pensent que tout ceci a été réalisé en studio et que personne n'a été jamais sur la Lune. Mais c'est encore une autre histoire, au sens propre du terme. Cet impact de la science-fiction sur nos vies et sur ce qu'on a pu mettre en œuvre, il est absolument phénoménal. Je vais vous montrer quelques exemples qui l'illustrent. Et d'abord, je vous propose de regarder un extrait d'un film de Steven Spielberg de 2006 qui s'appelle Minority Report. Donc vous voyez que là, dans Minority Report, tout comme dans le 5e élément, ils ont des voitures autonomes, c'est-à-dire des voitures sans chauffeur. Ce qui est plutôt pratique pour Tom Cruise et pour Steven Spielberg, puisque comme vous allez le voir, il a plutôt besoin de ne pas conduire la voiture pour faire ce qu'il va faire. Lamar, they found me. I'll meet you anywhere you say. You can come to my house, John. No, I can't. They'll get me there. I'm not gonna get haloed. You can't run, John. Everybody runs. Voilà, donc là il fallait mieux pas conduire. En l'occurrence, l'histoire ne tourne absolument pas autour des voitures autonomes, on s'en fiche. Elle se passe dans le futur, c'est un film qui raconte des oracles qui sont capables d'anticiper les crimes qui vont être commis et donc une sorte de police préventive qui va arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent, qu'ils ne perpétuent leurs crimes. Je vais essayer de parler français. Donc une société de la surveillance généralisée, donc qui nous rappelle beaucoup de choses qu'on est en train de vivre, mais il se trouve que les voitures autonomes sont juste un élément de décor, mais un élément de décor qui là aussi suscite l'imagination. Je vous le disais juste avant, on les a vus dans plein d'autres films, par exemple le 5e élément. Eh bien il se trouve qu'aujourd'hui, ces voitures autonomes existent bel et bien, alors elles sont un peu moins sexy. Et des capteurs par dizaines autour de la voiture.
À San Francisco, on les appelle les robocars. 500 taxis autonomes qui ont fait de la ville un laboratoire à ciel ouvert. Donc ça, c'est un exemple. On pourrait prendre d'autres exemples. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des épisodes d'une série qui s'appelle Black Mirror. Oui, je sens une rumeur dans cette salle. Il y a dans une des saisons de Black Mirror un épisode assez déchirant et assez réussi où un jeune couple vit un drame qui est que le jeune homme meurt brutalement alors qu'ils s'aiment comme des fous. Et donc sa compagne, qui est dévastée de chagrin, apprend qu'une compagnie permet de faire revivre les morts en téléchargeant toutes les données, toutes les datas, tout ce que la personne a pu laisser derrière elle, les échanges par email, tous les textos, tous les messages, toutes ces recherches sur Internet qui ont permis justement d'avoir une multitude de points, c'est ça que vous voyez là, une multitude de points qui dessinent le caractère et la personnalité de la personne. Et comble de la technologie, cette société peut mettre une sorte d'androïde, de robot qui a une apparence absolument similaire à la personne à disposition. Et donc, dedans, on va télécharger toutes les données. Et donc, c'est comme si vous étiez avec la personne qui est morte et donc elle n'est plus morte. Eh bien, aujourd'hui, les Chinois ont déjà créé une application qui s'appelle Replica, dans laquelle vous pouvez faire la même chose. Simplement, pour le moment, vous ne pouvez pas voir la personne qui débarque chez vous, mais vous pouvez chatter avec elle et elle vous répond exactement comme si elle était encore vivante. Donc ce que vous faites dans la journée, où vous êtes en train de parler avec votre compagne ou compagnon en lui envoyant des messages, vous pouvez continuer à le faire et garder l'illusion qu'il ou elle existe. Comme vous n'avez pas manqué de le remarquer non plus, des robots sont en train d'envahir notre monde, donc peut-être qu'un jour nous pourrons même être face au scénario de Black Mirror. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit souhaitable, mais c'est possible. On pourrait donner plein d'autres exemples. Par exemple, là, un chien robot qui était dans Doctor Who en 1972, qui a inspiré ce chien robot qui était en fait un chien militaire, donc surmonté d'une caméra et de mitraillettes, et qui est envoyé sur des zones de conflit. Voilà, une sorte de cauchemar devenu réalité. On pourrait parler de Her, de Spike Jonze. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film où un personnage incarné par Joaquin Phoenix tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui est incarnée simplement à la voix par Scarlett Johansson. Eh bien, aujourd'hui, ça existe. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux ou dans les médias, mais il y a un garçon, évidemment, qui est américain, qui a demandé son IA en mariage alors qu'il était déjà marié avec 2 enfants. Et sa pauvre femme qui dit « oui, il est heureux avec elle, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je le partage. Si vous en avez marre de votre conjoint ou de votre conjointe, vous pouvez lui proposer de faire ça aussi. Je pense que ce serait formidable. Le futur fait vraiment tellement envie. Excusez-moi, parce que mon téléphone sonne, évidemment. Tout le monde ne sait pas que je suis là. Les récits ne sont pas uniquement des fictions assumées, ne sont pas uniquement des récits individuels, mais peuvent devenir des récits collectifs. Ce que dit l'historien israélien Yuval Harari, l'auteur de Sapiens, c'est que plus nous sommes nombreux à adhérer à la même fiction, à croire à la même fiction, plus nous sommes nombreux ensuite à obéir aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. C'est très important en fait de comprendre que tout ce que nous construisons collectivement dans l'humanité, ce sont des fictions. Typiquement, quand on joue à un jeu, c'est une fiction. Si vous jouez au foot, ou si vous jouez au Monopoly, ou si vous jouez, j'en sais rien, au Uno, ce sont des règles qui ont été élaborées par des humains et auxquelles vous devez souscrire pour pouvoir jouer au jeu. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas les règles du foot ou du Uno ou du Monopoly, vous ne pouvez pas y jouer. Donc c'est une convention fictionnelle. Et l'origine étymologique du mot fiction, c'est ça. C'est une construction, une élaboration. De la même façon, les grandes structures collectives dans lesquelles nous vivons sont des fictions. Les religions, notamment les religions monothéistes,
Je ne sais pas si vous avez lu Le Royaume d'Emmanuel Carrère. C'est passionnant parce qu'on suit la trajectoire de Paul, donc que les chrétiens appellent Saint Paul, qui a été vraiment le propagateur du récit chrétien, le premier propagateur, et qui pourtant n'a été témoin d'aucun élément de ce récit, de première main. Ce sont des choses qui lui ont été rapportées. Et pendant plusieurs décennies, il a propagé ce récit autour de la Méditerranée en maintenant des communautés, donc ces fameuses épîtres aux Éphésiens, aux Corinthiens, jusqu'à ce que ce récit prenne une ampleur beaucoup plus vaste quand l'Empire romain a décidé d'en faire la religion officielle et donc a imposé ce récit de force à une grande partie de sa population dans son empire. Pour autant, cela reste un récit. C'est-à-dire que c'est une histoire élaborée par des humains. Moi, j'ai travaillé pendant des années sur le dialogue interreligieux et interculturel, et c'est passionnant de voir comment les livres sacrés ont été élaborés, ont été modifiés, par exemple les évangiles, qui ont été stabilisés dans leur forme actuelle au IVe siècle, je crois, en sélectionnant 4 évangiles qui étaient cohérents les uns avec les autres, en écartant les autres qui étaient des évangiles apocryphes et donc qui donnaient justement une vision de ce récit qui n'était pas cohérente. Pareil pour l'islam, le Coran au départ a été écrit sans être accentué, et c'est un calife, je crois que c'est le calife Othman qui a décidé, je crois que c'était autour du 7e siècle, ou je ne sais plus si c'était 7e ou 11e, d'accentuer le Coran, donc de mettre des accents sur ce qui était écrit, et donc de figer un sens. C'était 7e siècle, merci beaucoup. Et donc de figer un sens particulier à ces écritures, qui était évidemment un sens qui allait dans ce que le pouvoir voulait avoir partagé comme récit. Ces récits-là, ils ont une influence considérable sur notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que si vous vivez dans un récit musulman, par exemple, peut-être que vous n'allez pas vous habiller pareil, particulièrement si vous êtes une femme, peut-être que vous allez vous laisser pousser une barbe plus longue, vous n'allez pas manger la même chose. Si vous vivez dans un récit chrétien ou dans un récit juif, de la même façon, ça va avoir un impact sur votre alimentation, ça va avoir un impact sur vos relations sexuelles peut-être, ça va avoir un impact sur votre relation avec la vie et la mort. Donc les récits orientent nos comportements, orientent même les relations que nous avons les uns avec les autres. Par exemple, si vous êtes un chrétien qui respecte la parole du Christ, vous allez avoir une relation d'amour, peut-être de solidarité, de fraternité avec d'autres êtres humains qui est conditionnée par le récit auquel vous adhérez. De la même façon, des récits politiques ont eu une influence considérable sur la vie des personnes qui y étaient soumises. Si vous viviez dans un récit monarchique, évidemment, vous ne pouviez pas évoluer de la même façon que si vous viviez dans un récit où on va élire nos représentants plutôt que d'avoir des représentants de droit divin qui transmettent leur pouvoir de façon héréditaire. Ce qui est une pure fiction. Mais de dire qu'aujourd'hui, par exemple, on élit notre roi pour 5 ans et que tous les 5 ans on change, mais qu'il a toujours un palais, par exemple, c'est une fiction aussi, qui pourrait tout à fait être reconsidérée. Et puis, le système économique dans lequel nous vivons, typiquement le capitalisme, et on va voir juste après comment le capitalisme s'est imposé comme étant le récit dominant sur notre planète, est lui aussi une fiction qui a un impact considérable sur la façon dont nous vivons. On va y revenir. Au XXe siècle, l'Europe, mais plus largement le monde, a été le théâtre d'une bataille des récits. Une bataille culturelle, une bataille idéologique, politique, mais aussi militaire, entre des récits communistes, socialistes, capitalistes, fascistes. Fort heureusement pour nous, on peut se dire que c'est plutôt le capitalisme qui a gagné. Enfin, en tout cas, on pourrait se dire ça parce que c'est vrai que le nazisme ou le fascisme, c'était quand même pas génial, même si ça revient. Mais ces récits se sont largement appuyés sur des outils pour justement essayer de devenir hégémonique, pour essayer de battre les autres récits. C'est en ça que je dis qu'il y avait une bataille des récits. Typiquement,
le régime nazi a utilisé le cinéma de façon quasi systématique en produisant plusieurs milliers de films. C'était Goebbels qui était responsable de ça, ministre de la propagande. Donc, qui étaient des films vraiment de propagande pour enraciner et solidifier leur vision du monde auprès des Allemands et auprès des habitants de leur empire. Ça a eu beaucoup de succès, à tel point que en 1943, en Allemagne, il y a eu plus d'1 milliard de billets de cinéma qui ont été vendus à la population. Pour vous donner un élément de comparaison, les bonnes années en France, c'est 200 millions de billets de cinéma qui sont vendus. Et on est un des pays où les gens vont le plus au cinéma. Donc 1 milliard, c'était absolument considérable. C'était pendant la guerre et même un peu avant la guerre. J'ai une assistante, merci. Parmi les films que l'Allemagne nazie a élaboré, l'un des plus ignobles s'appelle Le Juif Sus, qui est un des très grands succès de Goebbels, plus de 20 millions d'entrées, qui dépeignait un juif arriviste qui arrivait à la cour en 1770, qui manipulait tout le monde, qui violait les femmes, qui était vraiment une sorte d'être abject, qui, à la fin du film, du coup, était comment on dit, banni du royaume et qui était banni au titre de juif. Et donc, évidemment, ce film avait pour objectif, sous couvert d'un film historique et divertissant, de montrer à quel point les Juifs étaient un peuple abject dont il fallait se débarrasser. D'autres films mettaient en situation, par exemple, les Allemands et les Polonais. Il y a un film fameux dont j'oublie le titre tout de suite, qui mettait en scène les Polonais qui maltraitaient les Allemands, qui les enfermaient en prison, qui les battaient, qui les torturaient. Évidemment, ce film avait pour objectif de faire accepter aux Allemands le sort qui était celui des Polonais, qui était effectivement à l'inverse de celui qui était montré dans le film. Finalement, les nazis et les fascistes ont perdu la bataille militaire, ont par là même perdu la bataille culturelle et la bataille idéologique, et c'est tant mieux. Et deux récits concurrents se sont affrontés à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la chute du mur de Berlin, donc ce qu'on a appelé la guerre froide, le récit communiste et le récit capitaliste américain. Les Américains, eux aussi, ont décidé de se servir du cinéma comme d'une arme, c'est-à-dire qu'ils ont textuellement dit, le garçon qui s'appelle Eric Johnson, qui avait été dépêché pour négocier les accords du plan Marshall avec les Européens, en échange des milliards qui étaient investis, avait demandé à disposer de 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Ce qui veut dire qu'en Europe, 60% des films que vous alliez voir au cinéma étaient des films américains. Et quand il a dû justifier ce choix auprès du Congrès, il a dit « Le cinéma est et doit être une arme contre le communisme ». Et ça a extrêmement bien marché, à tel point qu'un sondage IFOP a mis en lumière la transformation que l'histoire que les Européens se racontaient de la guerre à quel point cette histoire avait évolué, notamment grâce au cinéma. En 1945, un sondage de l'Institut IFOP avait été réalisé auprès des Français, leur demandant, selon vous, qui a été véritablement déterminant pour gagner la Deuxième Guerre mondiale, pour remporter le conflit. En 1945, une très grande majorité, de l'ordre de 60% des personnes sondées, disaient la Russie, l'URSS. Enfin, à l'époque, la Russie. Non, c'était déjà l'URSS. L'URSS. Et les Américains de façon beaucoup plus minoritaire. Beaucoup plus tard, en 2015, le même sondage a été réalisé en France, en Allemagne et en Angleterre. En France et en Allemagne, près de 60% des personnes interrogées disaient désormais ce sont les Américains qui ont été vraiment déterminants. Et les Anglais disaient ce sont les Anglais. Mais ça, c'est normal, c'est parce que ce sont des Anglais. Pourquoi une telle différence ?
Est-ce que simplement en 1945, les gens n'avaient pas accès à un certain nombre d'informations, ou est-ce qu'on peut trouver une autre explication ? Pour ma part, je crois qu'on peut trouver une explication dans le fait que plus de 200 productions américaines ont mis en scène la libération de l'Europe par les Américains de façon extrêmement héroïque, et que ces films étaient majoritaires dans les cinémas en France et en Allemagne. Parmi eux, vous connaissez Le jour le plus long, vous connaissez sans doute Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, où lui, carrément, il change la fin, c'est-à-dire qu'il tue Hitler à la fin dans un cinéma, qui brûle. Et Il faut sauver le soldat Ryan, dont je vous propose de regarder un extrait assez sanglant, mais qui, là aussi, va nous permettre d'illustrer le propos. On se retrouve sur la plage.
C'était chouette, hein? Si moi j'étais venu pour avoir de l'espoir, tout ça. Quel enfer. Je vous ai laissé cet extrait jusqu'au bout parce que ça nous permet de nous rendre compte à quel point le cinéma est extraordinairement puissant. C'est une des reconstitutions, voilà, les plus exceptionnelles qui a été faite au cinéma de ce moment du débarquement, qui a été un moment particulièrement sanglant. Et évidemment, en le mettant en scène sur grand écran, en vous permettant de vous identifier à des personnages pour lesquels vous allez ressentir de l'empathie, là particulièrement le personnage de Tom Hanks, mais aussi tous ces jeunes hommes qui sont venus au péril de leur vie et qui, bien souvent, se sont fait tuer dès les premières secondes de leur débarquement. Vous ne pouvez que être bouleversé, enfin, ou alors vous êtes des sociopathes, ça arrive, qui n'avaient pas d'émotion. Mais si vous avez de l'empathie, théoriquement, vous êtes bouleversé et vous vous sentez reconnaissant. Et à raison. Je veux dire, nous pouvons être infiniment reconnaissants et reconnaissantes pour toutes ces personnes qui sont venues se sacrifier, bien souvent, pour libérer notre pays. Mais vous ne regardez la réalité, comme je le disais tout à l'heure, que par une fenêtre. Et vous n'avez pas forcément l'autre fenêtre, qui est de dire, bah tiens, il y a 20 millions de soldats russes qui sont morts, et qui sont morts parfois dans des... Peut-être que vous avez vu un autre film qui s'appelle Stalingrad, qui est très réussi avec Jude Law, qui sont morts parfois dans des conditions absolument atroces. Et si vous êtes bombardé d'informations qui vont toutes dans le même sens, et qui sont hégémoniques, forcément, ce que vous allez vous raconter de la réalité, le récit dans lequel vous allez baigner, va influencer votre perception du réel, et donc, en 2015, les Français et les Allemands étaient catégoriques sur le fait que c'était les Américains qui étaient les premiers responsables du fait que la guerre avait été gagnée, alors que, historiquement, cette affirmation est pour le moins discutable. Non, ça suffit quand même. On l'a fait une fois. Aujourd'hui, nous vivons dans ce récit. Nous vivons dans ce récit donc, qui a fini par remporter la bataille des récits. C'est-à-dire que les capitalistes, avec la chute du mur de Berlin, ont gagné la partie. Et en gagnant la partie, ils ont, et là c'est exactement à cette période-là, décrété que finalement c'était la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, comme le disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. On a essayé tous les systèmes, ça a été meurtrier au XXe siècle, et donc le système dans lequel nous vivons est le moins pire des systèmes, pour paraphraser Churchill qui parlait plutôt de la démocratie. Mais donc c'est le moins pire, donc d'une certaine manière, circuler, il n'y a rien à voir, c'est avec ça qu'on va vivre. Sauf que, comme nous l'évoquions tout à l'heure, ce récit se heurte aujourd'hui à des limites physiques. C'est-à-dire que ce récit qui considère que le monde vivant est un champ de ressources qu'on peut exploiter autant qu'on veut pour faire de la croissance économique, pour produire de la richesse, pour la répartir et pour augmenter le profit d'un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, il se heurte non seulement au changement climatique, je ne vais pas vous faire tout le changement climatique parce que ça, je pense que vous savez, à la disparition des espèces et plus largement aux limites planétaires. Ce schéma n'a pas encore été actualisé puisque nous avons désormais dépassé 7 limites sur 9. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui est-ce qui ne sait pas ce que c'est que les limites planétaires? Tout le monde le sait. Ah non, il y en a quand même. Bon, vous n'êtes pas nombreux, ceci dit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les limites planétaires, ce sont des seuils qui ont été élaborés par des scientifiques, notamment un climatologue qui s'appelle Johan Rockström et un institut qui s'appelle le Stockholm Resilience Center. Et donc ce sont des seuils au-delà desquels l'écosystème Terre n'est plus capable d'encaisser l'activité humaine, l'activité anthropique. Et donc, les équilibres sont bouleversés, et donc, ultimement, la planète pourrait devenir inhabitable. C'est ça qui se produit aujourd'hui. Le fait qu'on ait dépassé 7 de ces 9 limites est en train potentiellement de rendre cette planète inhabitable. Vous l'avez lu dans la presse, on est en train de dépasser le seuil des 1,5 degrés de réchauffement qu'on n'aurait pas dû dépasser avant 2100, ça c'était les accords de Paris. On va les dépasser entre 2027 et 2030. On a aussi dépassé un point de bascule. Il y a une autre équipe de chercheurs et de chercheuses qui ont déterminé qu'il y avait 16 points de bascule scientifique sur le climat. On a déjà dépassé le premier, qui est le dépérissement des coraux, notamment dans les zones les plus chaudes.
Mais les autres points de bascule pourraient suivre assez rapidement. Le fait que les coraux dépérissent, ça a une incidence directe qui est qu'il y a 1 milliard de personnes qui dépendent de ces récifs coralliens pour se nourrir, enfin en tout cas de toute la vie qu'il y a dans ces récifs coralliens pour se nourrir. Ce que un certain nombre de scientifiques et d'études montrent, notamment une étude qui a été publiée l'année dernière, c'est qu'on pourrait avoir jusqu'à 1 milliard de personnes qui meurent des conséquences directes du changement climatique d'ici à la fin du siècle. On ne peut pas être davantage face à une limite physique qui vient remettre en question ce récit et qui vient remettre en question l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. Là, il faut trouver une alternative, sinon une grande partie de l'humanité pourrait disparaître. Donc, nous avons besoin de changer de modèle, mais nous n'y parvenons pas, et nous n'y parvenons pas pour une raison qui a été admirablement mise en scène par un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adam McKay, dans un film que vous avez sans doute vu, qui s'appelle Don't Look Up. Qui est-ce qui ne parle pas du tout anglais ici, qui ne comprend rien? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors je vous le mets, parce que c'est en anglais. Vous allez comprendre. Puis si vous l'avez vu en français, comme ça, vous comprendrez tout. That's your girl? Yeah. Not bad. An absolutely shocking and once-in-a-lifetime discovery. I had no idea that Subaru made telescopes. Incredible. Yeah, so this has to be really exciting. So tell us what you found this time. I was monitoring exploding stars to help measure the expansion of the universe. And for your PhD, right? Yeah. I saw something I didn't recognize. It was a comet. A big one. It's headed directly at Earth, and it really likely will hit. This sounds very, very exciting. Exploding stars, like stars actually explode. So how big is this thing? Could it like destroy someone's house? Is that possible? Well, Comet Didiaski, which is what it will officially be named, is After somewhere... her? After yeah, her. after her. Yeah. Congratulations. What an honor. Yeah, right. Congratulations. It's somewhere between 6 and 9 kilometers across, so It's big. it would damage the entire planet, not just a house, you know. The entire planet. Okay, well, as it's damaging, will it hit this one house in particular that's right on the coast of New Jersey? It's my ex-wife's house. I need it to be hit. Can we make that happen? You and Shelley have a great relationship. No, you stop. Listen, in all You fair- need to stop. I will, but in all fairness, I actually Hope you paid got with for this the step. house. I'm so sorry. I'm sorry, are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Okay. Okay. Well, it's just something we do around here. We just keep the bad news light. Right, it helps the medicine go down. And speaking of medicine, tomorrow we've got a Well, two-part... maybe the destruction of the entire planet isn't supposed to be fun. Maybe it's supposed to be terrifying and unsettling. Please don't do that. And you should stay up all Please. night, every night, crying. When we're all 100% for sure gonna fucking die! Hey, Keith. Si vous n'avez pas vu Don't Look Up, je vous conseille vraiment de regarder ce film extraordinaire. Vous voyez là, en fait, des récits qui s'affrontent. C'est-à-dire que une perception subjective, mais quand même qui s'appuie sur des faits scientifiques indéniables du réel, n'arrive pas à pénétrer un récit qui est ultra dominant, qui est le récit capitaliste et consumériste. Ce qui est une allégorie, évidemment, si vous avez vu le film, de ce qui se passe avec le changement climatique et de ce qui se passe si vous sortez dans la rue. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez entendu des éléments que je vous ai donnés qui viennent de chercheurs et de chercheuses sur le fait que cette planète peut potentiellement devenir de plus en plus inhabitable, qu'elle est déjà en train de devenir inhabitable sur certains territoires et que à la fin du siècle, 1 milliard de personnes pourraient mourir et peut-être même plus si la situation s'aggrave. Et pourtant, vous allez sortir dans la rue, vous allez voir que tout le monde continue à vivre comme d'habitude, aller sur la télé, écouter Pascal Praud ou d'autres, je fais une obsession, dans des talk-shows, et c'est ce qui nous arrive en permanence. Moi, je me retrouve sur des talk-shows comme ça, et donc on vient dire, oh, voilà, la planète va devenir inhabitable, 7 limites planétaires sur 9, etc. Hop, et puis 2 secondes après, il y a un gars qui fait une blague, et puis 2 secondes après, il y a une chanteuse qui vient pour parler de son album de trucs, et on se dit, mais
excusez-moi, en fait, je n'ai pas été clair, personne ne m'a entendu, parce que ce récit ne parvient pas aujourd'hui à s'imposer, parce que les canaux de communication ne sont pas faits pour ça, et que le récit qui y fait face est trop puissant. Donc, nous avons besoin de démultiplier à la fois le récit qui sonne l'alerte, pour que tout le monde se rende compte que ça existe, mais surtout proposer d'autres récits. Pourquoi proposer d'autres récits ? Parce que pour le moment, à chaque fois que nous imaginons le futur, comme je vous le disais tout à l'heure, nous imaginons des choses absolument apocalyptiques. Là, c'est une image d'un film de Denis Villeneuve qui s'appelle donc Blade Runner 2049, qui est la suite du précédent Blade Runner avec Harrison Ford. Et ce qui est quand même extraordinaire avec ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que ces images que vous voyez en arrière-plan ressemblent trait pour trait aux images que nous avons eues de San Francisco en 2020, au moment des grands incendies, où cette lumière orangée et cette poussière baignaient la ville. Ben ça, pour l'instant, c'est notre représentation du futur. Et ça pose problème pour une raison que Rob Hopkins va vous raconter tout de suite. C'est un extrait de demain que vous reverrez peut-être tout à l'heure, mais que j'adore, donc ça va nous faire une petite mise en bouche. It's fascinating how, as a species and as a culture, we are brilliant at imagining our own extinction and our own demise. You know, we make films about whether we're all wiped out by zombies or nuclear bombs or diseases or robots or aliens or little funny gremlins or all sorts of different things. We're brilliant. We love those. But where are the films about us actually turning something round and solving a problem? We don't really have those films. We're terrible at it. And so actually those stories are so important, because when the climate scientists say, if you want to keep the biosphere on this planet within the boundaries in which human civilization emerged and flourished, and everything that we associate with our history has happened within, you need to start cutting emissions now by 8, 9, 10% every year. Well, the problem is we don't have the stories that go with that. We see that as a story of less and of moving away from something. And if you say to people, what would it look like in 20 years' time if we'd started cutting our emissions by that much every year? What would it be like? For many people, it's sitting in a cold cave eating rotten potatoes. It's the end of the world. It's the end of the world. But actually, it could be fantastic. Voilà, la suite tout à l'heure. Et ça pourrait être fantastique. Pourtant, je vais vous montrer un autre exemple de la façon dont, pour le moment, les fictions, parce que là, on va commencer à parler des fictions, représentent la question climatique. Ça, c'est la bande-annonce d'un film qui s'appelle Le jour d'après, que vous avez peut-être vu, qui est sorti en 2012, je crois. Et vous allez me dire, on va regarder la bande-annonce, et après, vous allez me dire quel type de sentiment ça a éveillé chez vous. Gone into them. They're all worked up today. We've found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current? Yes. Well, I think it's happening. Folks, we've hit some unusual turbulence. We've encountered a cloud layer that's abnormally high. You all right? Please remain seated. He's afraid of flying. The government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for 3 days now. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. The storm is just gonna get worse. What should we do? I will come for you. Do you understand me?
Et pas la voix. Where will you be the day after tomorrow? Alors si je peux avoir un tout petit peu de lumière. Là, juste comme ça, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, cette bande-annonce? De la peur, j'ai entendu? Angoisse? Terreur? De l'urgence, ouais. Impuissance? Panique? Comment? Frustration, ouais. Terrifié, horrifié. Amusement. Ah bah, vous amusez avec des trucs, vous. J'adore voir des gens mourir sous des grosses vagues. Globalement, effectivement, vous voyez que ce qui domine, c'est quand même de la peur, de l'impuissance, de se sentir écrasé. Vous voyez même que le récit est bientôt ça sera trop tard. Mais c'est déjà trop tard, mon vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sauve autant que tu peux. Donc en gros, c'est une histoire qui vous raconte que c'est plié et que de toute façon, il n'y a rien à faire qu'à essayer de survivre. Donc on n'est pas particulièrement dans des récits qui donnent une espèce d'élan. On est plutôt dans En fait, c'est des récits qui essayent de le faire. Et c'est sur cette distinction que je voudrais juste m'arrêter une seconde. C'est que cette idée qu'on va montrer le pire pour pouvoir alerter et que ça déclenche chez nous des mécanismes d'autodéfense pour éviter le pire, a ses limites, je crois. Il a ses limites parce que c'est ce que nous faisons depuis des décennies et qu'en réalité, c'est plutôt devenu une sorte, comme je le disais tout à l'heure, de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le futur sera celui-là puisque c'est celui qu'on a imaginé un nombre incalculable de fois. Alors qu'on pourrait utiliser les fictions pour autre chose. Ce que dit Alain Damasio, qui est donc un auteur de science-fiction, c'est que la fiction est un moyen d'apporter du possible au réel. C'est-à-dire tout d'un coup de faire émerger quelque chose qui n'existe pas encore dans nos imaginaires et donc potentiellement dans nos comportements. Ce que dit un chercheur qui s'appelle Yves Citon, c'est que la fiction est un moyen de pré-scénariser les comportements. C'est-à-dire que si vous voyez suffisamment de fois des personnages auxquels vous vous identifiez avoir certains comportements dans des fictions, il est possible que, confronté à la même situation dans votre vie, vous ayez des comportements similaires. Un exemple de fiction qui pourrait avoir eu ce résultat, c'est une série qui s'appelle 24 aux États-Unis, 24 heures chrono en France. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. C'est une série qui est quand même assez ancienne, qui est du début des années 2000, avec Jack Bauer, l'agent de la CTU. Non ? Vous n'avez pas vu ça ? Dans cette série, il se trouve que dans les 2 premières saisons, le président des États-Unis est noir. Ils n'en font pas une histoire particulière, c'est pas genre une nouvelle incroyable, sauf que c'était en 2001. Et que donc, à notre connaissance, il n'y avait jamais eu de président noir aux États-Unis. Cette série a eu un succès considérable et elle était regardée par 45 millions d'Américains tous les jeudis sur la télévision publique. Pendant donc plusieurs années, il y a eu 6 saisons, mais en tout cas pendant les 2 premières années, avec ce personnage qui s'appelait David Palmer et qui était en plus un personnage particulièrement intègre et particulièrement droit, particulièrement bon. Enfin, c'était un mec bien. Ce qui n'est pas toujours le cas des présidents des États-Unis dans les séries. Si vous avez eu House of Cards, par exemple, on ne se dit pas que le président qui était incarné par Kevin Spacey, qu'il est forcément génial. Là, c'était le cas. Et il se trouve qu'en 2008, fait irruption dans le réel ce qui, jusque-là, était cantonné à la fiction. C'est-à-dire qu'un candidat se présente et qu'il est noir. Et il est élu. Et à ce moment-là, l'acteur qui incarnait David Palmer a parlé dans les médias en disant « Je suis persuadé que la série a joué un rôle important dans son élection puisque un certain nombre de personnes s'étaient habituées à l'idée et à la représentation que le président pouvait être noir. » Tout comme on a pu s'habituer au fait que, oui, des voitures pourraient rouler sans chauffeur, oui, on pourrait aller sur la Lune, oui, on pourrait parler à des intelligences artificielles. La question donc maintenant est quel type de fiction pourrions-nous construire qui nous donne justement le sentiment qu'un monde vraiment écologique pourrait exister, un monde qui pourrait par exemple ressembler à ça. Je vais vous montrer quelques exemples, quelques tentatives qui ont été faites par des réalisateurs et des réalisatrices d'y parvenir. Et d'abord, on va montrer un peu un film français quand même, un extrait d'un film assez ancien de 1995 qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault,
qui va nous donner l'opportunité de rigoler un petit peu, enfin peut-être. Bonjour tout le monde, bonne année nouvelle, la réunion de planète est ouverte. Alors cette année, il faudrait quand même envoyer quelqu'un sur la Terre, ça fait 200 ans qu'on n'y a pas été. Qui va aller sur la Terre? Personne pour la Terre? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme d'habitude, on n'y va pas. Ça fait 200 ans que ça dure quand même cette année, on devrait y envoyer quelqu'un. Pourquoi faire? Bah rien de spécial, on observe, on se renseigne, on voit ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire. Dis donc, tu pourrais pas nous dire où ils en étaient quand t'es rentré de la Terre? Ah oui, bien sûr, mais c'est vieux. On était deux, le père de Mila et moi. On avait atterri en France à Paris. Et c'était vraiment dur là-bas? Ah oui. La loi du plus fort, les femmes écrabouillées, pas de partage, des massacres. On sentait qu'ils allaient mettre des siècles à s'en sortir. Ils avaient même encore le système de la monnaie. C'est quoi de la monnaie? Par exemple, si tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger? Surtout. Oui, mais enfin, manger, c'est un besoin, ça, on meurt si on mange pas. Mais ça, ils s'en foutent, t'as pas de monnaie, t'as rien. Tu crois qu'ils en ont encore, de la monnaie? Non, je pense pas quand même. Quand on est parti, c'était le tout début de l'ère industrielle. C'est quoi ça? Bah nous aussi, il paraît qu'on est passé par là il y a 3000 ans à peu près. C'est la compétition, l'écriture, la production en masse d'objets qui servent à rien, les guerres, le nucléaire, la destruction de la nature, les grandes maladies sans remède, la préhistoire quoi. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'ils ont pas eu de chance qu'on doit s'en désintéresser. En tout cas, nous on doit pas tellement les intéresser, hein. On peut pas dire qu'on croule sous leur message. Mais ils savent pas communiquer. Si ça se trouve, ils sont encore en train de faire jojo avec les ordinateurs sans s'occuper de leur cerveau. Ils doivent en exploiter à peine 1/10 de leur cerveau. Alors des volontaires? Allez, une seule, là, plein de courage. Pardon, excusez-moi, mais j'ai envie d'y aller. Si tu parles à quelqu'un, automatiquement, ça chamboule un peu son niveau de conscience. Parce que là, ils sont vraiment secoués. Ils sont déconnectés, quoi. Ils se mettent à parler vrai. Quelquefois, ça leur fait prendre 5 siècles d'avance. Ça décoiffe. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une exposition de cadavres? Il en coupe un bout, il en donne à la dame. Pardon, madame, c'est quoi que vous avez pris là? J'ai rien pris dans ce paquet. C'est ma viande. C'est pour quoi faire? Ben pour la manger. Ah, vous êtes carnivore? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah non, pas du tout. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander une chose? C'était de la monnaie, ce que vous avez donné au monsieur, là, le truc carré, là? Quel truc carré? Vous lui avez donné un truc, là. Ben oui, j'ai payé ma viande. C'est de la monnaie. Vous payez comme ça. Je veux dire, toujours, quoi, pour avoir les choses, quoi. T'as pas de monnaie, t'as rien, quoi. Oh, mais voilà bien. Ils ont pas supprimé la monnaie. Bon, là aussi, si vous n'avez pas vu La Belle Verte, je vous encourage chaudement à le regarder. Alors, il paraît que j'ai plus beaucoup de temps, parce qu'évidemment, j'ai été trop bavard, comme d'habitude. Alors, je vous montre un dernier extrait, et après, je vous dis un dernier truc, et après, bon, je voulais vous montrer un peu de ça, en gros, d'Avatar. Bon, vous avez déjà tous vu ou dû voir Avatar. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, alors, on est sur des moyens technologiques et de science-fiction un peu plus élaborés que Colin Serrault, effectivement, mais on est sur le même principe, c'est-à-dire qu'on regarde l'humanité depuis une autre planète qui vit différemment. Et là, pour rendre le truc un peu plus sexy, parce qu'en réalité, ce qu'il raconte, c'est un peu l'histoire des cow-boys et des Indiens, ce sont des extraterrestres qui vivent au plus près du monde vivant, qui sont complètement reliés à leurs forêts, alors dans le 2, à leurs océans. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'après, c'est toujours le même scénario, mais qui là, en l'occurrence, avec Ewa, l'arbre de vie, peuvent se relier. Et donc, on voit dans cet extrait que... Je vous en laisse juste un tout petit bout. Voilà, elle lui dit « No one can touch you to see ». Teach you to see. Personne ne peut t'apprendre à voir. Et il comprend même pas ce qu'il doit voir.
like a baby. Vai sauter. I need your help. You should not be here. Okay, take me with you. No. Go back. No. Okay. Go back. Dana! No! Atokirina! Atokirina. What are they? Seeds of the sacred tree. Very pure spirits. Uh-huh. What was that all about? Come. Come. Et donc là, on voit qu'il y a une mise en scène d'humains, et elle le dit lui-même, qui sont stupides, qui sont comme des enfants, qui ne sont plus capables de voir qu'en fait leur vie est complètement interdépendante du reste du monde vivant, qui viennent comme des brutes, comme des brutes même sanguinaires, détruire ce qui est le plus précieux pour ce peuple, c'est-à-dire sa forêt, ses arbres, sa connexion spirituelle au vivant, pour venir chercher des minerais, pour continuer à gagner de l'argent, pour continuer à faire des panneaux solaires et des trucs et des machins. Et donc là, James Cameron a réussi finalement à remettre de façon assez sexy, on va dire assez moderne, en scène un récit qui est finalement celui des populations autochtones qui, de la même façon, considèrent que nous sommes stupides, à raison, avec tout ce que nous faisons. Bon, je voulais vous montrer un extrait de Captain Fantastic, mais je n'ai pas le temps. Et donc, je vais terminer. Il y a encore plein de choses que je voulais vous montrer, mais je vais terminer avec ça. Pourquoi est-ce que c'est si important que nous multiplions ces récits ? Là, j'ai participé à fonder une association qui s'appelle CUT, Cinéma Uni pour la Transition, avec un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices et de producteurs et de productrices français. Notre objectif est de former un maximum de scénaristes, de gens qui font des films, en leur donnant à la fois ces éléments d'imaginaire, en leur donnant aussi des éléments sur l'urgence, pour que ça imprègne leur création. Et pour que dans les années qui viennent, on ait là aussi, c'est-à-dire que si les Américains ont réussi à répandre dans le monde entier l'American Way of Life grâce au cinéma, aux pubs, à la série, peut-être qu'on peut répandre l'Ecological Way of Life de la même façon avec une multitude de séries, de films, de romans, de BD qui mettent en scène cet autre futur. Où est-ce que ça s'inscrit globalement dans le fait de transformer la société ? À chaque fois qu'on est passé d'un monde qu'on a changé profondément de récit dans le monde, c'est-à-dire qu'on est passé d'un récit, par exemple, esclavagiste à un récit où l'esclavage n'existait plus, d'un récit monarchiste à un récit où on élit nos représentants, d'un récit où les femmes n'ont pas de droits à un monde où elles ont plus de droits, pas encore suffisamment. Il y avait ces trois éléments qui rentraient en conjonction. D'abord, justement, des récits nouveaux, c'est-à-dire des gens qui étaient capables d'imaginer le monde autrement que comme il est. Donc typiquement, Martin Luther King, quand il fait son fameux discours « I have a dream », il est capable de se projeter dans un monde où les Noirs et les Blancs ont déjà les mêmes droits. Mais aussi des rapports de force. Parce que, et on n'a pas beaucoup eu le temps d'en parler, les gens qui tiennent le récit actuel n'ont absolument pas envie qu'il change. Parce que, en règle générale, ces gens qui ont énormément de pouvoir et de richesse tirent pouvoir et richesse du récit dans lequel nous vivons. Donc, des rapports de force sont nécessaires. Là, on voit par exemple une image des suffragettes, mais on pourrait parler de tout ce qu'a fait
Là aussi, Malcolm X ou les Black Panthers pour la fin de la ségrégation. On pourrait parler de ce que des révoltes dans les plantations pour l'esclavage. On pourrait parler de la Révolution française pour la fin de la monarchie, etc. Et en règle générale, il y a un troisième élément qui vient agir comme un catalyseur des deux premiers et qui accélère, qui sont les circonstances historiques particulières. Typiquement, la fin de la Deuxième Guerre mondiale a accéléré le processus de décolonisation. La Première Guerre mondiale a accéléré l'obtention du droit de vote des femmes en Angleterre, puisque beaucoup d'hommes sont morts à la guerre, que les femmes les ont remplacés et que l'Angleterre, en transformant son système de suffrage universel après la guerre, pouvait difficilement dire aux femmes qu'elles étaient des citoyennes de seconde zone. La guerre de sécession, c'est souvent des guerres, a accéléré la fin de l'esclavage. Aujourd'hui, on en est au même point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de faire émerger un maximum de récits nouveaux, différents. À la fois sous forme d'objets culturels, comme on en parlait à l'instant, mais aussi de discours politiques, mais aussi d'initiatives. C'est-à-dire tout ce que vous faites, vous, dans vos vies, dans vos métiers, tout ce qu'on a pu essayer de montrer dans Demain, mais aussi dans Animal, dans Un Monde Nouveau, tout ce que font tous les gens qui font du journalisme de solutions, d'impact, qui montrent en fait des gens qui inventent des nouveaux récits de l'agriculture, de l'énergie, de la démocratie, de l'éducation, tout ça concourt à cette bataille culturelle. Il faut renforcer, augmenter, solidifier les rapports de force. Pour le moment, ils sont quand même extrêmement faibles par tous les moyens possibles, à la fois dans la rue, à la fois de la désobéissance civile, à la fois des actions en justice, à la fois des rapports de force politiques, pour se faire élire justement à la place de celles et ceux qui ne veulent pas que ça change. Et tout ça risque d'être accéléré par cette circonstance historique du changement climatique qui met de plus en plus de pression sur nous. Je vous donne un exemple qui me semble particulièrement intéressant. Après les grands incendies à Los Angeles, qui ont fait 270 milliards de dollars de dégâts, l'un des cadres supérieurs des assurances Allianz a dit « Cette fois, le changement climatique est en train de faire s'effondrer le capitalisme sur lui-même. » Pourquoi ? Parce qu'un monde à 4 degrés, on ne sera pas capable de l'assurer. Si on ne peut pas l'assurer, les banques vont arrêter de prêter. Si les banques arrêtent de prêter, c'est tout le système capitaliste tel qu'on le connaît qui va se désagréger. Une étude qui a été publiée le 31 mars de cette année montre qu'un monde à plus 4 degrés, c'est moins 40% de PIB par personne et par an. Donc là, vous vous rendez bien compte que dans un système économique qui se casse la figure comme ça, il va y avoir de plus en plus de révoltes et il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être forcées d'imaginer une façon de vivre qui soit véritablement soutenable. La question, désormais, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là-dedans ? Comment est-ce que vous allez participer à inventer ces nouveaux récits ? Et comment est-ce que vous allez participer à des dynamiques collectives qui vont créer ces rapports de force ? Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.